La goutte est une maladie chronique liée à l'excès d'acide urique dans le sang. La goutte touche une ou plusieurs articulations qui provoquent des crises récurrentes et de vives douleurs. Habituellement, les crises de goutte durent quelques jours, puis les symptômes disparaissent pour plusieurs semaines. Toutes les articulations sont susceptibles d'être touchées, mais le plus souvent, la maladie se déclare d'abord au niveau du gros orteil. L'articulation devient alors rouge, violacée et enflée. Autrefois appelée la maladie des rois, car plus fréquente chez les gens qui mangent les aliments riches et qui boivent un peu trop d'alcool, la goutte connaît depuis quelques années une forte augmentation. Elle touche près de 2% des adultes et surtout des hommes. La première crise survient normalement vers l'âge de 30 à 45 ans pour les hommes et après la ménopause pour les femmes. Comment reconnaître une crise de goutte? Quels sont les traitements existants? Pour en parler, je reçois pour vous professeur Dieudonné Ouedraogo, rhumatologue, chef de service de rhumatologie à l'hôpital du district de Bogodogo. Professeur Gérard Koulibaly, néphrologue, chef de service de néphrologie du CHU Yalgado Ouedraogo. Et puis, avec nous ce soir, docteur Charles Sougué. Docteur Sougué est rhumatologue. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonsoir, madame. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Vos questions sont les bienvenues au 25 40 79 03. Professeur Ouedraogo, quel est l'état des lieux de la goutte au Burkina Faso? Alors, merci donc, madame Dao. Selon une étude que nous avons réalisée dans le service en 2014, il faut noter que 4 à 5% des patients souffraient de gouttes. Il s'agissait essentiellement d'hommes, comme vous l'avez dit, de 30 hommes pour une femme. Et l'âge moyen des patients était de 50 ans environ. Mais il faut quand même noter que cette fréquence, elle est hospitalière. C'est une fréquence liée à une étude à l'hôpital. Et donc, elle est sous-estimée parce que nous estimons que la prévalence en population doit être beaucoup plus importante que ça. Comment se manifeste la goutte, docteur Sougué? Quels sont les signes cliniques de la maladie? Merci pour la parole. Et comme vous le disiez à l'introduction, donc la goutte, c'est une maladie chronique qui est liée à un excès d'acide urique au niveau du corps qui va s'accumuler au niveau des tissus, créant donc la maladie. Alors, l'acide urique provient essentiellement de deux voies. Nous avons la voie exogène qui provient des aliments que nous consommons, principalement les protéines que nous consommons, les protéines animales principalement. Alors, nous avons la voie endogène qui est liée en fait au métabolisme même de l'organisme. L'organisme en fonctionnant se renouvelle et le renouvellement des cellules entraîne des déchets. Et ces déchets-là, leur métabolisme produit l'acide urique. Et quand cet acide urique va aller s'accumuler au niveau des tissus, ça donne la goutte. Et au niveau de l'articulation, ça donne la crise de goutte. Alors, cette crise de goutte, comment elle se manifeste? Très souvent, elle commence la nuit, après minuit, par réveiller le malade avec une grosse douleur, une violente douleur au niveau du gros orteil, principalement. Les autres articulations peuvent être touchées aussi, hein, mais c'est surtout le gros orteil qui devient enflé, qui est chaud, qui est rouge, qui est souvent violacé, avec la peau en regard qui ressemble souvent à une pelure d'oignon. Et c'est tellement douloureux que même quand les draps touchent la peau du gros orteil, ça fait excessivement mal. Alors, cette douleur-là peut perdurer, persister jusqu'au petit matin. Et classiquement, on dit que ça dure jusqu'au chant du coq. Alors, dans la journée, la douleur peut persister, elle est souvent moins violente dans la journée. Jusqu'au lendemain, le même scénario se répète. Et cette crise peut durer 5 à 10 jours. Et l'articulation devient normale jusqu'à la prochaine crise. Parlez-nous des causes de la goutte, professeur Koulibaly. Merci, madame Dao. Et avant de parler à proprement dit des causes de la goutte, bon, moi, je suis néphrologue. Donc, on peut bien se poser des questions, qu'est-ce qui vient chercher sur ce plateau? Tout à fait. Alors, donc, sachez que le néphrologue, il s'occupe des maladies des reins. Alors, le rein, c'est un organe père, donc, qui se trouve plaqué contre le dos et qui comporte un certain nombre de structures. Il y a ce qu'on appelle le cortex, qui est la partie externe, et il y a la médulaire, et il y a également les vaisseaux, hein, donc les veines, les artères qui y arrivent. Et après le rein, donc, nous avons ce qu'on appelle les conduits urinaires, donc l'urtère, donc qui va conduire les urines jusqu'à la vessie et qui va stocker hein, donc les urines et qui seront éliminées par la suite. Alors sachez que le rein, son unité fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle le néphron, d'où le mot néphrologue. Voilà, donc néphrologie.
Et ce néphron, il comporte plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le glomérule. Donc, il y a la partie initiale qui sert à filtrer le sang. Et maintenant, une fois le sang filtré, le liquide qui est obtenu, qu'on appelle urine primitive, va subir des modifications tout au long de ce qu'on appelle le tubule. Donc, il y a la partie qui suit le glomérule. Et à la fin de tout ce qu'on appelle le tubule là, donc nous avons ce qu'on appelle l'urine définitive, et c'est l'urine que nous émettons chaque jour. Alors, donc, à ce niveau, sachez qu'il y a un certain nombre de substances donc, qui vont et qui rentrent de part et d'autre. Et parmi ces substances, il y a l'acide urique, donc il y a en fait un déchet. Donc, et tout déchet doit être éliminé. Et l'élimination se fait principalement par la voie urinaire, et donc dans plus de 90%. Et il y a une voie secondaire qui est vraiment accessoire, qui est digestive au niveau des cellules intestinales. Donc voilà comment le néphrologue se retrouve donc, sur ce plateau. Et donc il convient également de rappeler les fonctions rénales, parce que ça peut être important par la suite. Le rein a 3 principales fonctions. Il y a les fonctions d'épuration, ce qui est le plus connu. Quand on émet des urines, on élimine des déchets, toutes sortes de déchets. Et on a également la fonction de régulation du milieu intérieur. Donc, grâce au rein, et donc on n'a pas trop d'eau, ni trop peu d'eau, et on n'a pas, la tension est bien équilibrée, et le rein intervient beaucoup au niveau de la pression artérielle, et le sang n'est ni trop acide, ni trop alcalin. Et donc, il régule tout ça. Et la 3e fonction principale, donc, c'est la fonction hormonale. Donc, le rein sécrète un certain nombre d'hormones, et donc notamment l'hormone qui permet de produire la globule rouge, qu'on appelle l'érythropoïétine. Donc, quand le rein dysfonctionne, donc vous voyez qu'il y a un retentissement sur tout ça, et défaut d'élimination, dont celle de l'acide urique. Alors, pour en venir vraiment à votre question, et donc il faut savoir qu'il y a 2 principales causes. Donc, on les regroupe dans deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle la goutte primitive, donc qui représente 95% des causes de gouttes. Donc, ça peut être lié à des facteurs génétiques, donc aussi ça peut être lié à l'alimentation. Et nous avons les causes dites secondaires. Donc, parmi les causes secondaires, nous avons par exemple l'insuffisance rénale chronique, puisque l'acide urique n'est plus suffisamment éliminé, donc ça va s'accumuler, il y aura une hyperuricémie. Et ceux qui ont une insuffisance rénale chronique ont un risque élevé de développer la goutte. Il y a également certaines maladies qu'on appelle les enzymopathies. Les enzymes, c'est comme des paires de ciseaux au niveau de l'organisme. Donc, c'est lorsqu'il y a une dysfonction à ce niveau, soit parce qu'il y a un déficit ou parce qu'il y a un excès d'activité d'un autre type d'enzyme, donc on va se retrouver avec beaucoup d'acide urique, hyperuricémie, donc la goutte. On a également certaines maladies sanguines, donc ce qu'on appelle les hémopathies, notamment certains cancers du sang, ou bien dans certaines situations, on a beaucoup de globules rouges. Donc ça, c'est des situations qui prêtent, donc qui augmentent le risque d'hyperuricémie et donc également de gouttes. Et on a aussi le traitement même de ces cancers qui permet en détruisant les cellules, il y a une libération importante d'acide urique et donc risque de crise de gouttes. Et vous avez aussi des médicaments. Et je vais citer quelques-uns. C'est par exemple ce qu'on appelle les diurétiques, le furosémide, donc qui est couramment prescrit. Donc c'est un médicament qui peut augmenter et donc être cause de gouttes. Donc voilà en gros quelques causes de gouttes. Ça, ce sont les causes. Professeur Ouédraogo, nous allons parler un peu des facteurs de risque. Alors, en ce qui concerne les facteurs de risque, je pense que le professeur Coulibaly en a parlé. Il faut surtout retenir que toutes les causes de gouttes sont des facteurs donc, de risque, donc de gouttes. Mais il s'avère que nos habitudes donc, alimentaires sont un facteur qui vient ajouter, augmenter donc, le risque de gouttes. Vous savez que le continent africain et la plupart des pays africains est en transition nutritionnelle. C'est-à-dire nous sommes en train de passer d'une alimentation de type traditionnel à une alimentation de type occidental, avec tous les excès que ça comporte et avec, donc, avec son corollaire d'obésité. Et donc l'obésité va être un facteur de risque important lié à l'excès alimentaire. C'est pourquoi Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, disait que la goutte est une maladie
qui torturent et qui tuent ceux qui creusent leur propre tombe avec leurs dents. Donc c'est ce que nous allons donc ingurgiter qui va être le facteur le plus important dans la survenue de la crise de goutte. Les consultations pour les cas de goutte sont de l'ordre de 4% à l'hôpital du district de Bogodogo. Ce chiffre est considéré comme très important pour les médecins comparativement à d'autres pathologies qui sont de moins d'1%. En plus de ce taux important des cas, il existe également des difficultés dans la prise en charge. Il s'agit essentiellement de la détection tardive de la maladie, du fait de l'automédication de certains patients et de l'inobservation des régimes, exemple de protéines. Idrissa Warga, Ismaël Diloma, Sirima. Au service de rhumatologie du CHU de Bogodogo, environ 4% des consultations sont du fait de la goutte. Les patients sont le plus souvent âgés d'au moins 40 ans, car c'est à partir de cet âge qu'ils réunissent les conditions pour développer la maladie. Parce que la goutte, c'est d'abord et avant tout une maladie des articulations liée à la surcharge de l'organisme en acide urique. Cette surcharge en acide urique conduit à des déformations et à des gonflements des articulations, notamment au niveau des membres inférieurs et supérieurs. À cela s'ajoutent d'autres complications. C'est les complications au niveau des reins. Et quand on a une complication au niveau rénal, c'est assez grave et on fait appel au néphrologue avec qui nous travaillons. On peut avoir des calculs, simplement des calculs au niveau des reins. Il y a des patients, environ 17% des patients qui ont une goutte qui se retrouvent avec des calculs au niveau rénal. Pour ce qui concerne la prise en charge des personnes touchées par la goutte, le plateau technique serait bien adéquat. La plupart des laboratoires de la ville de Ouagadougou peuvent nous donner le taux d'acide urique et la recherche des complications liées à la goutte, notamment les complications articulaires avec les radiographies, le scanner disponible et même l'IRM qui est maintenant disponible. Le traitement est purement médicamenteux et il se passe bien lorsque la goutte est détectée le plus tôt possible. Les patients arrivent le plus souvent à un stade assez avancé. Il s'agit de gens qui ont fait plus d'une crise avant de venir en consultation de spécialité, pour plusieurs raisons. Souvent, il y en a qui traînent dans l'automédication. Et souvent, l'organisation pyramidale des structures de santé occasionne des pertes de temps dans la détection de la maladie. Cependant, même si la détection est faite à temps, la principale difficulté de la prise en charge reste liée au comportement du patient. Il s'agit d'une maladie chronique. On peut faire une seule crise et ne plus en faire dans la vie quand on est observant. On peut ne plus faire de crise du tout quand on fait attention à ce qu'on mange. C'est-à-dire une alimentation qui est pauvre en graisse, en sucre rapide et surtout en viande rouge et en abat. Les médecins conseillent dans ces cas de consommer plutôt des aliments riches en fibres tels que le haricot vert, les carottes et les feuilles. Notre équipe de reportage a rencontré un malade affecté par la goutte depuis 10 ans. Il nous parle de sa maladie, des crises aux douleurs atroces et surtout les contraintes liées à la prise en charge de la maladie. Un témoignage recueilli par Idrissa Warga et Ismaël Diloma Sirima. Il souffre de la goutte depuis une dizaine d'années maintenant. Depuis lors, il prend des médicaments tous les jours et se soumet à un contrôle régulier chez le médecin. Quant à l'origine de sa maladie, ce patient en a conscience. La chair rouge, bon, les abats, les tripes, les pattes de mouton, tête d'eau, c'est ça le problème. Voilà. Alors, Dieu seul sait si on n'en a pas mangé. Il souligne aussi que l'idée reçue selon laquelle la goutte se contracte par des gens aisés est une idée fausse. C'est une maladie. D'aucuns disent que c'est bourgeoisie qui est faux. Quelle bourgeoisie? Quelqu'un qui mange, je ne sais pas ce que je disais, les abats et autres, les têtes de mouton, c'est un bourgeois lui-là. Pour ce qui est de la manifestation de la goutte, ce retraité retient toujours la douleur qu'elle occasionne. Parlant de la douleur, je ne sais pas si peut-être le cancer déclaré
Les ulcères aussi, j'en avais souffert de ça. Mais ça va, bon. Mais la goutte, en tout cas, ça fait mal. Donc, on ne peut pas être en crise et pouvoir aller au travail, ce n'est pas possible. Tellement la douleur est insupportable. Ça peut durer 2-3 jours et puis c'est fini si on prend sur le traitement. La douleur est atténuée par les traitements, mais à cela, il faut ajouter un régime spécial. Alors, voilà une maladie. Le régime est compliqué, très dur. Il faut avoir les moyens pour suivre le régime. Alors, donc, on fait avec. Suivre le régime pour la goutte, même finalement, il ne laisse plus rien à manger. Et alors, on devient un végétarien. Bon. Cependant, il soutient que c'est un régime qui permet d'éviter le pire. Il invite ainsi les jeunes à observer une bonne hygiène de vie, surtout du côté alimentaire. Docteur Sougué, quelles sont les zones du corps concernées par la goutte au-delà du gros orteil? Alors, comme je l'avais dit avant, la goutte débute habituellement au niveau de l'articulation. C'est le gros orteil qui est le plus souvent touché, mais c'est souvent les articulations des membres inférieurs. En dehors du gros orteil, nous avons la cheville, nous avons le pied, le genou, le plus souvent. Et elle peut devenir chronique et puis atteindre les articulations du membre supérieur. Et en dehors des articulations, la goutte peut devenir chronique et toucher la peau. Ça forme une forme de boule au niveau de la peau qui se localise très souvent. Comme ce qu'on vient de voir dans oui, le reportage. oui, exactement. En arrière de l'oreille, souvent au niveau du coude, au niveau du genou, du gros orteil, au niveau du pied. Alors, nous appelons ça le tophus goutteux. Voilà. Et en dehors de la peau, donc, la goutte peut se localiser au niveau des reins. L'acide urique, les cristaux d'urate de sodium, donc, vont aller se localiser au niveau du rein, ou bien au niveau des canaux qui collectent les urines, les urétères, voilà. Et ça peut donner une douleur que nous appelons une lithiase ou une colique néphrétique. Ça peut être source même d'insuffisance rénale par la fin. Parlons d'insuffisance rénale, professeur Koulibaly. Dans votre service, comment les malades souffrant de gouttes arrivent, dans quel état ils arrivent ou parviennent? Alors, comment ils nous parviennent? Ils nous arrivent le plus souvent déjà avec cette complication dont le docteur Sougué vient de parler. Donc, c'est une insuffisance rénale chronique, bon, pas forcément liée à la goutte. Donc, c'est des insuffisances rénales chroniques de causes diverses. Donc, on reçoit les patients habituellement dans ce tableau, associés ou non à une hypertension artérielle. Mais il faut savoir que l'hypertension artérielle est très fréquente chez ces patients. Alors, donc, c'est un marqueur, enfin, la goutte, elle est très fréquente chez nos patients. À titre d'exemple, et nous avons mené une étude dans le service qui a montré que 6% des malades donc reçus pour la première fois en consultation néphrologique avaient une goutte dans leurs antécédents. Et nous avons 64% de nos malades donc, qui avaient ce qu'on appelle une hyperuricémie. Donc vous savez que la goutte est liée à l'hyperuricémie. Donc 64% ont une hyperuricémie. Et alors la particularité chez nos patients est que lorsque l'insuffisance rénale arrive vers le stade terminal, donc ils ont ce qu'on appelle une acidose métabolique, le sang devient acide, et du coup, même s'ils ont une hyperuricémie très élevée, et ils font moins de crises de gouttes à un moment donné. Alors, à titre d'exemple également, au cours d'une étude menée toujours dans le service de néphrologie et dialyse et hémodialyse à l'hôpital Yalgado, nous avons trouvé que 11% des sujets dialysés donc, avaient dans leurs antécédents la goutte. Donc, ce qui prouve que vraiment, c'est très fréquent chez les insuffisants rénaux chroniques. Donc, on les reçoit, pour me résumer, dans un tableau d'insuffisance rénale, quelle que soit la cause, et puis associée ou non à une hypertension artérielle. Comment établit-on le diagnostic de la goutte, professeur Ouédraogo? Alors, il faut différencier deux situations. Soit le malade vient en état de crise. Et en état de crise, docteur Sougué a donné donc les signes donc, de la crise. Mais il faut surtout retenir que c'est une douleur qui est très intense. Je crois que dans le reportage, il y a un patient qui l'a dit. On pense que la douleur est aussi intense que la douleur d'une femme qui est en train de faire un accouchement. Donc, le patient peut venir dans cette situation-là. Et dans cette situation, le diagnostic n'est pas si évident que ça parce que le taux d'acide urique est souvent bas pendant la crise. La deuxième situation, c'est le malade qui vient en dehors des périodes de crise.
Et là encore, le diagnostic est difficile parce qu'il existe des hyperuricémies, le professeur Coulibaly vient d'en parler, il existe des hyperuricémies sans signe de goutte. C'est ce que nous appelons les hyperuricémies asymptomatiques. Environ 10% des patients ayant une hyperuricémie seulement qui vont faire une goutte. Sinon, les 90% ne feront pas de goutte. Dans tous les cas, il y a deux attitudes qu'il faut avoir. La première attitude, c'est d'éliminer toutes les autres causes de douleur et de gonflement au niveau des articulations. Il peut s'agir d'une infection, il peut s'agir d'un lupus érythémateux systémique avec des douleurs articulaires, il peut s'agir d'une autre maladie qui est liée à des dépôts de cristaux dans les articulations que nous appelons la chondrocalcinose, qui se manifeste exactement également comme une goutte. Alors, ce que nous faisons, la deuxième attitude à avoir, c'est de ponctionner. Ce que nous faisons, nous ponctionnons les articulations et nous prélevons le liquide articulaire que nous envoyons au niveau du laboratoire. Et dans le laboratoire, ils vont mettre en évidence ce qu'on appelle des cristaux d'urate de sodium. Le diagnostic formel de la goutte est basé sur la mise en évidence des cristaux d'urate de sodium donc, dans le liquide articulaire. C'est ce que nous avons l'habitude de faire habituellement. Pour établir le voilà, diagnostic. Pour établir le diagnostic. Découvrons les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebeug. Monsieur Inousso Suisse Santé Mara Ouagadougou, sa préoccupation c'est est-ce que la goutte est héréditaire? Monsieur Ouseni Ouedraogo, qui est aussi à Ouagadougou, aimerait savoir quels sont les risques que court une femme à qui on a enlevé les deux ovaires face à la goutte. Est-ce qu'elle a le même degré d'exposition qu'un homme? Monsieur Soulama nous a appelé de Banfora. Il dit qu'il a eu mal à l'orteil il y a quelque temps. Il est allé en consultation et on lui a demandé de faire certains examens. Quand il a amené les résultats, on lui a dit que c'était un début de goutte et il précise qu'il a 39 ans. Est-ce que cela est normal? Est-ce qu'il doit comprendre qu'il ne doit plus manger de la viande ou bien est-ce qu'il doit exclure la viande rouge seulement de son repas? Maintenant, quand il demande la viande rouge, il dit est-ce que les poulets sont concernés? Est-ce que les abats sont concernés? Parce qu'il dit que lui, il est un grand amateur d'abats. Monsieur Bourema Nyambré à Ouarga, il s'est laissé dire que la consommation de viande sauvage donne la goutte. Il aimerait que vous qui êtes sur le plateau, vous précisiez si c'est vrai ou pas. Et si cela est vrai, est-ce que ce sont toutes les viandes sauvages qui exposent à la goutte? Et est-ce qu'il y a une manière particulière de préparer cette viande sauvage-là pour qu'elle ne donne pas la goutte? Et au cours de l'émission, vous avez parlé de certains aliments qui favorisent la survenue de la goutte. Et M. Nyambré aimerait qu'en clair vous dites ici de quels aliments il s'agit. Madame Zagré nous a appelé de Koudougou. En suivant l'émission, elle a entendu qu'il y a quelques femmes sur la liste de ceux qui ont la goutte. Et son inquiétude, c'est qu'elle qui a 35 ans, on lui a diagnostiqué un début de goutte. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela pour une femme qui est en âge de procréer? Est-ce que c'est normal? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Est-ce que la goutte est héréditaire? Docteur Sougui. Alors, il y a des facteurs héréditaires qui existent dans la goutte. Ça veut dire qu'il y a des gènes, il y a des patients qui sont porteurs de certains gènes qui font qu'ils éliminent mal l'acide urique par les reins. Ça fait que ça a tendance à s'accumuler au niveau de l'organisme et ça peut prédisposer à faire une goutte. Mais la goutte survient généralement chez ces patients-là quand il y a d'autres facteurs de risque qui sont associés, notamment ce que le professeur Ouedraogo a dit, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle ou bien certains médicaments, comme le professeur Coulibaly l'a signalé. D'accord. Une femme qui n'a plus ses deux ovaires, est-ce qu'elle est plus exposée à la goutte que les hommes?
professeur Ouedraogo? Alors, une femme qui n'a plus les 2 ovaires, ça veut dire que c'est une femme qui a une ménopause secondaire, une ménopause provoquée, qui est liée à cette intervention. Et en ce moment, elle est aussi exposée donc, qu'un homme. Parce que, comme on l'a dit, dès que la femme est en ménopause ou lorsqu'il y a une ablation des ovaires, le risque de faire la goutte est la même que chez les hommes. Et donc, cette dame-là a effectivement un risque de faire la goutte. D'accord. Professeur Koulibaly, est-il normal de développer la goutte à 39 ans? Est-ce que cela est normal? Normal, je ne peux pas... Parce que l'âge de prédilection, c'est au-delà de la quarantaine. Hein. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de crise de goutte avant la quarantaine. Et la preuve, c'est que dans certains cas héréditaires, il y a des gouttes qui surviennent de façon précoce. Hein. Donc, dès l'enfance, on a des crises de gouttes. Mais ça, c'est vraiment des cas assez rares. Maintenant, s'il y a d'autres facteurs qui sont... je me rappelle la question du téléspectateur, bon, je crois qu'il mange beaucoup de viande rouge. Il demande si il faut arrêter. Voilà. Alors, quand l'apport d'acide urique est important, le rein ne pourra pas suffisamment l'éliminer. Voilà, donc ça augmente le risque donc d'avoir une crise de goutte. Est-ce que la viande sauvage peut favoriser la survenue d'une goutte? Ou bien s'il y a d'autres viandes qui sont moins dangereuses? Alors ça, c'est une question habituellement que les patients ont cette habitude de nous poser. Et pour démentir la viande de poulet, la viande blanche, etc. Et la réponse que j'aime leur donner, c'est que toutes les viandes sont des viandes. Voilà. Il y a des viandes qui sont plus riches en protéines que d'autres. Alors, il faut savoir que les animaux de brousse sont élevés donc, dans la nature, donc sont plus riches en protéines que les animaux de ville. De même, les poissons de mer sont plus riches en protéines que les poissons d'eau douce. Mais lorsque vous consommez énormément de poulet, c'est comme si vous êtes en train de consommer donc, la viande de brousse, parce que quand vous consommez en excès, l'excès va être donc pourvoyeur de gouttes. C'est ce qu'on dit, voilà, comme vous le dites, tout excès nuit. Vous avez parlé des aliments qui favorisent la goutte. Est-ce qu'on peut déjà avoir une liste, une catégorisation de type d'aliments qui favorisent, Dr Sougué? Oui, effectivement, l'alimentation est très très importante dans la prise en charge de la goutte pour empêcher la crise des gouttes et même chez les patients goutteux qui n'est pas en crise. Il y a la Société burkinabé de rhumatologie déjà qui a établi une fiche pour déterminer les aliments qu'il faut consommer quand on est goutteux ou bien quand on ne veut pas avoir la goutte. Alors, il y a des aliments à éviter. Principalement, c'est l'alcool, toutes ses formes, et les bières, même les bières sans alcool, qu'il faut éviter. Il y a la viande rouge, comme les téléspectateurs l'ont dit. C'est le bœuf, c'est l'agneau, c'est le mouton, les gibiers sauvages, c'est de la viande rouge qu'il faut éviter. Alors, il y a les abats. Les abats, il faut les éviter. Nous sommes en pleine période de fête, donc... Tout à fait. Les abats, c'est les cervelles, la langue, le cœur, le foie, et les tripes et les boyaux, tout ça, c'est ça à éviter. Ça contient énormément de... Ça donne beaucoup d'acide urique. Voilà, et puis les œufs de poisson, c'est les aliments qu'il faut éviter. Ce qu'il faut limiter, c'est la viande blanche, comme le professeur Ouedraogo l'a dit. Alors, c'est le poulet qu'il faut éviter, c'est les poissons, voilà. Il faut éviter. Et il y a des jus qu'il faut éviter. Des jus surtout riches en fructose. Il faut éviter le poisson? C'est des protéines, le poisson. Oui, le poisson peut être limité. Limité, oui. Alors, il y a les jus de fruits, certains jus qu'il faut éviter, qui sont riches en fructose, notamment les sucreries. Il y a certains jus d'orange, jus de raisin qu'il faut éviter. Et il y a les crevettes aussi, les crevettes, les fruits de mer les fruits de mer aussi. Qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter ou limiter. Et limiter plutôt, limiter. Une femme de 35 ans qui a été diagnostiquée, chez qui il a été diagnostiqué un début de goutte, pourtant elle est toujours en âge de procréer, professeur. Elle est inquiète. Alors, est-ce normal? Chez cette femme-là, je pense que la première question à lui poser, est-ce qu'elle est hypertendue? Est-ce qu'elle prend des médicaments de l'hypertension? Comme le professeur Koulibaly l'a dit, est-ce qu'elle prend des diurétiques? Alors, si elle prend des diurétiques, elle est susceptible d'avoir une hyperuricémie.
Mais comme on l'a souligné, toute augmentation de l'acide urique ne veut pas dire goutte. La goutte, c'est lorsqu'il y a une manifestation articulaire qui est associée à l'augmentation de l'acide urique. Donc, si chez cette dame-là, si elle a seulement une augmentation de l'acide urique, elle n'a pas de goutte. Je pense qu'elle dit qu'elle a été diagnostiquée. Voilà. En tout cas, il y a un début de goutte qui a été diagnostiqué. Mais c'est parce que souvent les médecins font des diagnostics par excès. Et beaucoup de médecins, lorsqu'ils voient une augmentation du taux d'acide urique, ils pensent que c'est la goutte, alors que ce n'est pas la goutte. C'est ce que nous appelons les hyperuricémies asymptomatiques. Il y a seulement 10% de ces patients-là qui vont évoluer vers la goutte. Et donc, chez cette dame-là, moi, je lui dirais de ne pas s'inquiéter et peut-être de s'approcher d'un spécialiste pour qu'on puisse faire le point. Docteur Sougué, quelle est l'évolution de la goutte et le degré de gravité qu'elle peut atteindre? Alors, la goutte, elle débute par la crise comme on l'avait décrit précédemment. Alors, la crise de goutte, les crises peuvent se répéter au cours de l'année. Elles peuvent être rapprochées ou bien être espacées en fonction des patients. Elles peuvent même être polyarticulaires. Ça veut dire que ça peut toucher plusieurs articulations à la fois pendant la crise. Alors, cette crise de goutte, quand elle passe, elle peut devenir une goutte en ce moment-là chronique. Et cette goutte chronique peut toucher l'articulation, ça peut toucher le rein et la peau. Au niveau de l'articulation, les cristaux d'urate de sodium vont aller se poser au niveau de l'articulation. Ils vont ronger d'abord l'articulation, ronger l'os qui se trouve aux abords de l'articulation, détruire complètement l'articulation et lui faire perdre sa fonction. Et c'est source donc de douleur et d'invalidité. On appelle ça dans notre jargon une arthropathie goutteuse. Alors, ces cristaux d'acide urique peuvent aller se poser au niveau de la peau, sous la peau, formant ce que nous appelons le tophus goutteux, la boule. Et cette boule peut s'ouvrir à la peau, laissant soudre un liquide qui est blanchâtre, qui ressemble à de la craie, que nous appelons, dans notre jargon, une bouillie crayeuse. Alors, en dehors de cette localisation au niveau de la peau ou au niveau des articulations, les cristaux peuvent se déposer au niveau du rein et des voies urinaires, créer donc une douleur, une colique néphrétique ou bien finir par donner une insuffisance rénale. Voici les principales complications de la goutte. Et en néphrologie, professeur Koulibaly, quelles peuvent être les complications? Alors, les complications en néphrologie, il y a essentiellement deux types de complications. C'est l'insuffisance rénale, donc elle peut être aiguë ou chronique. Et vous avez ce que le docteur Sougué en a parlé, c'est la lithiase, donc les calculs qu'on retrouve au niveau des voies urinaires. Alors, dans le premier cas de figure, sachez que l'acide urique agit sur les vaisseaux. Et lorsqu'il agit au niveau des petits vaisseaux rénaux, et ça crée des problèmes à ce niveau et ça peut être à l'origine d'une insuffisance rénale. Alors, il y a également une relation entre l'hyperuricémie et l'hypertension artérielle. Et on sait que l'hypertension artérielle est l'une des premières causes, des causes principales d'insuffisance rénale chronique dans le monde entier. Donc, par ce biais, également, on peut avoir une insuffisance rénale chronique. Et on a aussi ce même l'hyperuricémie et peut favoriser ce qu'on appelle la fibrose, donc au niveau de l'interstitium, dont j'avais parlé au début. Donc, l'interstitium devient fibreux, il n'est plus souple. Et là, à la longue, ça occasionne une insuffisance rénale chronique. Et on sait que toute insuffisance rénale chronique évolue, elle est irréversible. Et elle évolue tout doucement ou rapidement selon les situations. Il y a des facteurs accélérateurs dont on ne va pas parler ici. Et ça aboutit à ce qu'on appelle l'insuffisance rénale terminale. Et l'insuffisance rénale terminale, au cours de l'insuffisance rénale terminale, nécessite la mise en dialyse ou la transplantation rénale. Et vous savez que la dialyse, c'est vraiment un traitement très coûteux. La séance de dialyse actuellement au Burkina coûte au moins 80 000 francs. Et il faut 12 séances normalement de dialyse par mois, donc à chaque dialysé. Et c'est un traitement à vie. Alors, donc, il y a cette insuffisance rénale chronique, mais on a également l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë a la possibilité, donc cette capacité de réversibilité, la potentialité de réversibilité, et ça peut être lié à un apport, une arrivée massive de cristaux d'acide urique au niveau du rein. Et donc, en ce moment, il peut se déposer au niveau de ce qu'on appelle le tubule et boucher cette tubule
et être à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë qui peut et qui est réversible. Alors, par le biais des dépôts également de cristaux d'acide urique au niveau du rein, au niveau des voies urinaires, on peut avoir ce qu'on appelle des calculs urinaires, donc soit d'un côté ou des deux côtés à la fois. Et ces calculs sont très douloureux. Et aussi, ces calculs, lorsqu'ils obstruent de part et d'autre, donc les voies urinaires, ça crée ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë obstructive, parce que les voies urinaires sont obstruées. Et donc là, il faut une intervention chirurgicale ou d'autres moyens donc pour pouvoir dissoudre ces calculs afin de rétablir la perméabilité des voies urinaires. Donc voici en gros, et par le biais de l'hypertension artérielle, j'en ai déjà parlé, donc on peut en arriver à l'insuffisance rénale chronique. Ouais. Professeur Ouédraogo, comment peut-on traiter une crise de goutte? Alors, je vais faire la différence entre le traitement de la crise de goutte et le traitement de la maladie goutteuse, donc de la goutte quand elle se complique. Le traitement de la crise de goutte fait appel habituellement à la colchicine. C'est un médicament, c'est un phytomédicament qui est issu des plantes et qui est connu près de 5 siècles avant Jésus-Christ. Et ce médicament-là est très efficace dans les douleurs donc, de la goutte. On peut également utiliser contre les crises de goutte les anti-inflammatoires, quel que soit le type d'anti-inflammatoire. Alors, mais en ce qui concerne le traitement de la goutte, lorsqu'elle se complique, lorsqu'elle se chronicise, il faut utiliser des médicaments qui vont baisser le taux d'acide urique. C'est ce que nous appelons des hypouricémiens. C'est des médicaments qui vont baisser le taux d'acide urique parce que les études ont montré que lorsque le taux d'acide urique est suffisamment bas, il n'y a pas de crise. Le patient ne fait pas de crise. Alors, malheureusement, nos patients en automédication confondent les deux types de médicaments. Ils utilisent souvent des médicaments hypouricémiens en cas de douleur et souvent la colchicine quand ils n'ont pas de douleur. Et donc, ça peut poser des problèmes. Il faut savoir que le traitement hypouricémien, c'est un traitement à vie. Et c'est un traitement qui doit être prescrit par un médecin qui a des compétences pour le prescrire. En plus des médicaments, il faut faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique a une place importante parce qu'elle permet aux patients de savoir de quoi exactement ils souffrent, de connaître les complications de la maladie, de connaître les médicaments. Nous sommes en train de faire une étude dans le cadre d'une thèse de doctorat dans le service et il s'avère que les patients qui ont bénéficié d'une éducation thérapeutique ont moins de crises de gouttes, ils sont plus observants en ce qui concerne leur prise en charge. Et en termes d'acide urique, il y a une baisse qui est significative. Et donc, voici un peu comment on peut prendre en charge donc, ces patients. Docteur Sougé, peut-on prévenir les crises de goutte en adaptant son alimentation? Oui, évidemment, parce que l'alimentation, c'est la pièce angulaire dans le traitement de la goutte, en plus des médicaments, bien sûr. Alors, l'alimentation, il y a des aliments, comme je l'avais dit, qu'il faut consommer, et bon, qu'il faut éviter de consommer et qu'il faut limiter. Mais en plus, il y a des aliments qui sont autorisés, comme l'eau. Il faut boire en moyenne 2 litres d'eau par jour. Ça permet déjà de prévenir la crise de goutte. Et en cas de crise de goutte, il faut boire beaucoup d'eau, le maximum de possible. Ça permet de réduire déjà la douleur et puis il faut consulter un médecin secondairement. En plus de l'eau, il y a les légumes, les fruits et légumes qu'il faut consommer, qui contiennent certaines substances qui vont permettre d'éliminer l'acide urique. En plus des fruits et légumes, il y a les produits laitiers qui sont pauvres en graisse, qui sont bien pour les patients goutteux. Et puis, le café, sans trop exagérer, bien sûr. Le café qui permet d'abaisser le taux d'acide urique. Et il y a l'activité physique. Et il y a certaines mesures qu'il faut associer au régime alimentaire que nous avons décrit. L'activité physique régulière et modérée. Il s'agit des sports doux, la natation, la marche rapide, le vélo. Pas des sports qui vont aller forcer un peu sur l'articulation. Et en plus, il y a l'amaigrissement. L'amaigrissement, c'est très important parce qu'il y a un lien qui a été démontré entre l'hyperuricémie et puis l'obésité. Et l'amaigrissement progressif, il ne faut pas perdre plus d'un demi-kilo par semaine parce que l'amaigrissement rapide peut même être source de crise de goutte. Il ne faut pas jeûner pour maigrir. Plus on jeûne, les jeûnes peut être une cause de crise de goutte.
Y a-t-il des mesures, au-delà de ce que Dr Sougué vient de dire, est-ce qu'il y a des mesures pour réduire les risques de récurrence et de complications de la goutte? Alors, le docteur Sougué a dit vraiment tout ce qu'il fallait dire, mais sur le plan rénal, c'est là que je vais plutôt insister, puisque l'insuffisance rénale chronique est une cause de goutte, d'hyperuricémie d'abord, ensuite de goutte. Et donc, il faut prévenir l'insuffisance rénale chronique si on arrive à la prévenir. Et là, il faut s'attaquer aux principales maladies. Et c'est les maladies non transmissibles, qui font vraiment beaucoup de bruit actuellement. L'hypertension artérielle, le diabète, et il a parlé tantôt de l'obésité. Il faut s'attaquer à tous les facteurs qui peuvent favoriser tous ces aspects-là. Voilà. Retrouvons à présent Viviane Otiendrebego pour les questions des téléspectateurs. Alors, Monsieur Serge Wilfried Sakodé de Diapaga, lui se demande, est-ce qu'on peut avoir la goutte à 50 ans? Est-ce que la maladie est contagieuse? Sur le même ordre d'idée de contagion, Madame Korotimi Ouattara à Ouroudara se demande si la contagion peut être par voie sexuelle. Est-ce que, par exemple, un malade de la goutte peut transmettre à son partenaire ou à sa partenaire cette maladie-là? Monsieur Ouedraogo à Ouagadougou a entendu parler d'association entre goutte et problèmes de rein. Est-ce que quelqu'un qui a des calculs rénaux peut courir le risque de développer une goutte plus tard? Monsieur Zungrana à Ouagadougou souffre de la goutte. Il a constaté que quand il mange des chenilles et des criquets, il a quelques picotements au niveau des jambes et des orteils. Et il se demande s'il faut classer ces deux aliments-là, les chenilles et les criquets, au même niveau que la viande rouge qui est interdite aux goutteux. Madame Madeleine Diasso de Ouagadougou, elle aussi souffre de la goutte et elle est sous traitement. Elle consomme uniquement du poulet et du poisson, mais elle souffre toujours, elle a toujours des douleurs. Et sa question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des médicaments pour soulager la douleur de ceux qui souffrent de goutte? Monsieur Sawadgo Ami à Bobo Dioulasso a deux préoccupations. Concrètement, qu'est-ce que la goutte? En français facile, qu'est-ce que la goutte? Et quels conseils vous autres praticiens vous donnez à ceux qui veulent éviter la goutte et qui ne sont pas encore malades mais qui veulent éviter la goutte? Monsieur Ilboudo Lamoussa à Ouagadougou a entendu sur ce plateau que certains traitent de facto la goutte. Il aimerait savoir quels sont ces médicaments-là qui peuvent traiter la goutte. Plusieurs téléspectateurs dans le même ordre d'idées, Thomas Bikaba à Bobo Dioulasso, Oumar Baro, Sansan Kambou, Abibou Nakoulman se demandent si on peut guérir définitivement de la goutte. Est-ce qu'il y a des traitements efficaces contre la goutte? Est-ce qu'on peut se tourner vers les tradithérapeutes pour avoir une solution à ce problème de goutte? Qui est-ce qu'il faut consulter quand on a des suspicions de goutte? Est-ce que les spécialistes sont en nombre suffisant au Burkina Faso? Est-ce qu'il y en a dans tous les CHR du Burkina Faso? Madame Yarou de Ouagadougou se demande quel examen il faut effectuer quand on a l'impression qu'on souffre de goutte et à quel âge est-ce qu'on est susceptible de contracter la goutte. Et monsieur Sansan Kambou se demande enfin, est-ce que le sport peut aider à éliminer l'acide urique et soulager ceux qui souffrent de goutte? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci Viviane Otiendrebego. Bon, nous allons commencer par la dernière. Est-ce que le sport peut aider à éliminer l'acide urique? Docteur Sougué. Le sport peut aider. Déjà, le sport peut aider
mieux faire fonctionner l'organisme déjà et aider à éliminer l'acide urique. Et quand on fait du sport, ça veut dire que ça va dans un autre sens de l'amaigrissement, de la perte de substances en excès au niveau du corps. Donc déjà, par ce biais-là, ça peut permettre d'aider quelqu'un qui a la goutte. Il y a plusieurs certains traitements de facto. Bon, il y a certains traitements qui permettent de facto. Bon, certains traitements de facto la goutte. Les téléspectateurs disent avoir entendu des mots sur ce plateau. Il aimerait savoir quels sont ces médicaments. Des médicaments que vous avez à citer qui peuvent traiter de facto la goutte. Voilà. En fait, parmi les médicaments, lors de mon intervention, j'ai fait la part entre le traitement de la crise aiguë de goutte et le traitement de la maladie goutteuse. Et donc, j'ai expliqué que la maladie goutteuse, c'est la goutte avec des complications, notamment avec des tophies et avec peut-être une atteinte donc, au niveau des reins. En ce qui concerne la crise aiguë de goutte, le traitement standard utilisé un peu dans tout le monde entier, c'est la colchicine. Donc, c'est ce traitement-là qui est efficace, mais il faut savoir aussi que tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont efficaces sur la crise de goutte. Le traitement de la maladie goutteuse est beaucoup plus difficile. Et donc, elle fait appel à ce que nous avons appelé les hypouricémiens, ça veut dire les médicaments qui vont baisser le taux d'acide urique. Et donc, ces médicaments-là, le médicament le plus utilisé, c'est l'allopyrinol, c'est la dénomination commune internationale, on appelle l'allopyrinol, mais c'est un médicament qui doit être prescrit par un spécialiste, parce que les doses peuvent aller en augmentant vers l'objectif qu'on veut. Et donc, je pense que c'est important qu'il puisse aller vers donc, les spécialistes pour le traitement de fond. Une téléspectatrice qui consomme du poulet et du poisson, mais elle souffre toujours de crise de goutte. Elle veut savoir quel produit prendre pour soulager ses douleurs. Docteur alors, la viande. Oui, les poulets, les poissons, c'est de la viande qu'il faut limiter. Alors, c'est vrai que ça donne un peu moins d'acide urique que la viande rouge que classiquement on connaît, mais ça contient quand même de l'acide urique. Il y a certains patients, effectivement, qui se plaignent de crise de goutte, même quand ils consomment les aliments qu'on a dit qu'il faut limiter. Et il y a d'autres aliments, comme les chenilles, c'est des protéines, les chenilles. Les chenilles et puis les criquets. Les criquets, c'est de la protéine dedans, donc ça peut créer une crise de goutte. Peut-être que ce n'est pas à l'origine de la maladie goutteuse, mais ça peut quand même créer une crise de goutte. Normalement, il y a certains aliments comme les légumes, les haricots par exemple, classiquement, les protéines d'origine animale n'ont pas tendance à donner la goutte. Mais il y a certains patients, de plus en plus, qui se plaignent quand ils mangent des haricots par exemple, que ça crée une crise de goutte. Donc nous pensons que ça a tendance à créer plutôt une crise de goutte, mais peut-être pas à l'origine de la maladie goutteuse. Problème de rein, est-ce que les calculs peuvent favoriser la survenue d'une goutte, professeur Koulibaly? Alors, peut favoriser plutôt l'hyperuricémie qui est une cause donc assez importante de calcul urinaire. Maintenant, ces calculs urinaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, peuvent obstruer les voies urinaires et être à l'origine d'une insuffisance rénale chronique, une insuffisance rénale aiguë obstructive. Bien sûr, si ça perdure, ça finit par devenir chronique, donc irréversible. Est-ce que la goutte est contagieuse? Est-ce qu'elle est également sexuellement contagieuse, professeur Vetrao? Non. Je peux déjà rassurer je crois que c'est un homme, c'est M. Serge. Voilà, je peux le rassurer que la goutte n'est pas contagieuse et n'est pas sexuellement contagieuse non plus. D'accord. C'est une dame, c'était Mme Proudhon. Ah, c'était une dame, voilà. Okay. Bon, on va revenir. Apparemment, les causes, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des causes, mais il y a ce téléspectateur qui veut savoir, qui veut qu'on revienne un peu sur les causes. Pourtant, on en a déjà parlé. On va inviter la personne à suivre la rediffusion. À moins que vous ne voulez résumer rapidement. On peut essayer de résumer. Je pense que le professeur Koulibaly l'a bien détaillé. Il y a les gouttes primitives. Les gouttes primitives
c'est des gouttes sans cause en apparence. Mais comme il a dit, il y a toujours un facteur génétique en dessous, parce qu'il y a des familles qui éliminent moins l'acide urique que d'autres. Et c'est pourquoi, pour la même consommation, une personne peut faire une crise de goutte alors que l'autre n'en fait pas, parce qu'il y a une susceptibilité génétique qui n'est pas la même. Ça, c'est ce qui concerne la goutte primitive, qu'on appelle la goutte idiopathique. Les gouttes secondaires, c'est secondaire à des pathologies. Donc, il a dit, c'est notamment les néphropathies, toute atteinte au niveau du rein, notamment l'insuffisance rénale chronique. Et s'il n'y a pas d'élimination, l'acide urique donc, va s'accumuler au niveau de l'organisme. Mais il y a aussi les médicaments. Les médicaments, surtout la plupart, les médicaments de l'hypertension artérielle, notamment les diurétiques, mais aussi les bêta-bloquants, et même l'aspirine à faible dose, sont des médicaments qui sont susceptibles donc, de... Il y a des antibiotiques, notamment des antituberculeux, un médicament, une molécule qu'on appelle la pyrazinamide, qui est susceptible également d'augmenter le taux d'acide urique, parce que la pyrazinamide, au niveau des reins, va diminuer l'élimination donc de l'acide urique par le rein. Donc, c'est les principales causes comme ça. Est-ce qu'on peut trouver des traitements efficaces chez les tradithérapeutes, Dr. Sougui? Professeur Ouedraogo. En fait, c'est une question qui m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que j'ai eu l'occasion d'être dans un jury de thèse, justement, sur des plantes qui ont un effet hypouricémia, qui baisse le taux d'acide urique et qui traitent des crises. Et c'est des plantes qui ont été essayées chez des souris. C'est des souris chez lesquelles on a provoqué des crises de gouttes et on les a administré ces médicaments. Et on s'est rendu compte, effectivement, que les crises baissaient et que le taux d'acide urique aussi baissait. Et donc, on pense qu'il y a des médicaments. Alors, j'ai un projet avec le professeur Nakoulma. Le professeur Nakoulma, c'est une grande dame et biochimiste qui a été présidente d'université. Nous avons un projet d'écrire justement un livre sur la médecine traditionnelle et la goutte. Parce qu'on pense que dans notre pharmacopée traditionnelle, il y a énormément de médicaments qui ont un effet hypouricémique, qui peuvent donc permettre de prendre en charge donc, la goutte. Qui faut-il consulter en cas de goutte? Le spécialiste, les rhumatologues. Donc, est-ce que... Mais c'est les médecins, internistes aussi, les néphrologues. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment de médecins, il y a plusieurs spécialités qui sont capables donc, de prendre en charge. La personne veut savoir si dans les CHR, ces spécialistes sont disponibles. Dans tous les CHR. Alors, dans tous les CHR, je ne pense pas. De plus en plus, nous avons des néphrologues. Nous avons le diplôme de néphrologie qui existe au niveau du Burkina. Donc, on espère que dans les années qui viennent, on aura suffisamment de néphrologues sur l'ensemble du territoire. C'est la même chose pour nous. Il y a quelques années, j'étais tout seul. Et maintenant, nous sommes au nombre de 6. Nous sommes au nombre de 6. Et le diplôme a été mis en place. Et donc, chaque année, on est susceptible de produire 5 choses de spécialistes tous les 4 ans. Donc, on espère qu'avec ce potentiel-là, on pourra couvrir l'ensemble du territoire. D'accord. Professeur Ouedraogo, peut-on guérir de la goutte? Alors, peut-on guérir de la goutte? C'est une question intéressante que nos patients nous posent tous les jours. Il faut retenir que la goutte est une maladie qui se soigne bien et qui se guérit au prix d'un traitement hypouricémia à vie et de mesures hygiéno-diététiques. Ça, c'est important. Lorsque vous avez un hypouricémia que vous prenez, le taux d'acide urique, comme je l'ai dit, il va être bas, mais c'est un traitement à vie. Lorsque vous arrêtez de prendre l'hypouricémia, l'acide urique va encore s'élever, augmenter, et vous risquez de faire des crises de gouttes. Et si, en plus de ça, les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas... Parce qu'on a beaucoup de patients qui n'arrivent pas à avoir un régime alimentaire. Voilà, et comme je crois qu'il y a un des téléspectateurs qui a dit qu'il aime bien les abats, et voilà, la viande de brousse, bon. Et donc, souvent, quand les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas bien suivies, le traitement hypouricémia n'arrive pas à baisser suffisamment le taux d'acide urique. Et donc, c'est ça. Sinon, dans l'ensemble, c'est une pathologie. Nous avons des patients que nous avons vus avec des toffus.
et au bout de 2 ans, qui n'avaient plus de TOFI. Et donc, c'est des patients vraiment bien disciplinés qui ont suivi le traitement. Nous sommes à la période des fêtes. Quels conseils vous autres praticiens vous pouvez donner aux populations afin qu'elles puissent éviter la goutte? On va commencer par vous, docteur Sougé. Alors, le conseil que nous pouvons donner aux gens pour qu'ils ne fassent pas de crise de goutte, le conseil il est pareil hein, pour ceux qui ne sont pas encore goutteux, ceux qui ne veulent pas faire de crise de goutte et ceux qui sont déjà goutteux. Premièrement, c'est le régime alimentaire que nous avons décrit en long, en large. Voilà, il y a des aliments à éviter, il y a des aliments à consommer, il y a des aliments à limiter. En plus de ça, il y a l'activité physique, le fait de perdre du poids et de traiter les comorbidités comme l'hypertension artérielle, le diabète. Voilà, éviter l'amaigrissement rapide par contre. Et ceux qui sont déjà goutteux, de bien suivre le traitement, bien suivre les prescriptions médicales. C'est la question ce que je peux apporter à ces patients. D'accord. Professeur Koulibaly, des conseils pratiques? Alors, moi, je dirais de boire moins de bière, moins d'alcool et boire surtout de l'eau. Donc, vous voyez les conseils qui avaient été donnés par le docteur Sougé, il dit qu'il faut boire au moins 2 litres d'eau. Et nous, néphrologues, nous conseillons également de boire l'eau. Hein, donc, moins 2 litres d'eau. Et soit dit en passant, et on ne précise pas au minéral, c'est de l'eau potable. Donc, qu'on demande de boire. Parce que parfois, les patients viennent, disent, ben, ça coûte très cher, votre affaire de boisson. Donc, on n'a jamais dit, prenez rien que de l'eau minérale, c'est de l'eau potable. Professeur Vidrago, pour terminer. Alors, moi, pour terminer, je vais surtout, le conseil que je donnerai, c'est bien sûr tout ce que les autres ont dit, mais c'est la lutte contre l'obésité. Et parce que c'est la prochaine épidémie du continent africain, l'obésité. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir des activités physiques, qu'on évite la sédentarité. Et donc, ça permettra de diminuer le risque de faire la goutte. Ce d'autant que la goutte, aujourd'hui, elle est perçue comme un facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez une goutte, vous avez un risque qui est multiplié par 3 ou par 4 de faire une pathologie cardiaque ou de faire un accident vasculaire. Et donc, il faut vraiment que les patients puissent éviter tout ce qui est susceptible donc, de conduire à l'obésité et tout ce qui est susceptible de conduire donc, à la goutte. Des conseils qui vont servir de conclusion à cette émission, la dernière de l'année 2018. Et à l'occasion, toute l'équipe de réalisation de Santé Max se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. On se donne rendez-vous en 2019 avec d'autres numéros de Santé Max. Prenez bien soin de vous. Bonsoir. Des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.